En 2006, Pluton s'est fait virer du club très fermé des planètes. Un vote à main levée, quelques astronomes réunis à Prague et hop, terminé. Le 9e monde de notre système solaire était relégué au rang de simple planète naine. Mais ce que ces scientifiques ne savaient pas à l'époque, c'est qu'ils venaient de commettre l'une des plus grandes sous-estimations de l'histoire de l'astronomie. Car Pluton n'est pas ce petit caillou glacé et mort que tout le monde imaginait. C'est un monde complexe et absolument fascinant qui défie tout ce que nous pensions savoir sur les confins de notre système solaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler une découverte toute récente qui pourrait complètement changer notre compréhension de l'espace au-delà de Neptune. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à 1930. Un jeune astronome autodidacte, du nom de Clyde Tombaugh, scrute le ciel nocturne depuis l'observatoire Lowell, en Arizona. Il recherche une mystérieuse planète X qui pourrait expliquer les bizarreries dans les orbites de Neptune et Uranus. Après 10 mois d'observation méticuleuse, il repère un point lumineux qui se déplace lentement dans l'obscurité. C'est Pluton. À l'époque, les critères pour définir une planète étaient simples. L'objet doit orbiter autour du Soleil et être unique dans sa région. Pluton remplissait ces conditions, donc pendant 76 ans, les manuels scolaires du monde entier enseignaient aux enfants, et je suis sûr que vous et moi l'avons appris à l'école, que notre système solaire comptait 9 planètes. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Dans les années 90, les astronomes commencent à découvrir d'autres objets glacés au-delà de Neptune. Beaucoup d'objets, des centaines puis des milliers. Ils appellent cette région la ceinture de Kuiper, du nom de l'astronome qui en avait prédit l'existence. Et Pluton n'est qu'un objet parmi d'autres dans ce vaste dépotoir cosmique. Et c'est alors qu'en 2006, l'Union astronomique internationale décide de mettre de l'ordre. Ils ajoutent un 3e critère à la définition d'une planète. C'est-à-dire, ils disent que l'objet doit avoir nettoyé, c'est le terme, son orbite de tout autre corps de taille similaire. Autrement dit, il doit être le patron incontesté de son territoire. Pluton échoue lamentablement à ce test. Il partage son orbite avec des milliers d'autres objets glacés. Déclassement immédiat. La réaction du public est explosive. Des pétitions circulent. Des États américains adoptent des résolutions déclarant que Pluton restera toujours une planète sur leur territoire. Sur Internet, les mèmes se multiplient, montrant un Pluton triste et abandonné. Mais pendant que le débat fait rage sur Terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. La même année que le déclassement de Pluton, la NASA lance New Horizons, une sonde de la taille d'un piano à queue pesant à peine 500 kg. C'est le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit. Propulsé par une fusée Atlas V équipée de 5 boosters latéraux, New Horizons quitte la Terre à une vitesse folle. En seulement 9 heures, elle dépasse l'orbite lunaire. Les missions Apollo avaient mis 3 jours pour faire le même trajet. Un an plus tard, elle survole Jupiter, utilisant la gravité géante de la planète comme un lance-pierre cosmique pour accélérer encore davantage vers les confins du système solaire. Le trajet jusqu'à Pluton prend 9 années supplémentaires. 9 années d'attente, d'hibernation électronique, de silence radio. Et puis, en juillet 2015, l'événement tant attendu se produit. New Horizons arrive enfin à destination, filant à plus de 50 000 km/h. La sonde dispose de quelques jours seulement pour photographier Pluton avant de le dépasser définitivement. Ce qui se passe ensuite va stupéfier la communauté scientifique. Les premières images révèlent un monde qui n'a rien à voir avec la boule de glace uniforme que les scientifiques anticipaient. Pluton arbore une palette de couleurs éclatantes, du rouge sang profond, du blanc pur, du bleu pâle, du jaune et de l'orange brûlé. La caractéristique la plus frappante est une immense forme de cœur pâle, large comme le Texas composé de plaines de glace. Cette région, baptisée Sputnik Planitia, ne présente aucun cratère d'impact. 0. Cela signifie que la surface est jeune, active, en constante transformation. Les cicatrices sont effacées presque aussi vite qu'elles apparaissent. Mais attendez, comment c'est possible? Pluton se trouve à des milliards de kilomètres du Soleil. À cette distance, les températures chutent à moins 229 degrés Celsius. C'est si froid que même l'eau gelée devient dure comme du roc. Non, la surface de Pluton est principalement composée de glace d'azote. Vous respirez de l'azote à chaque instant, c'est 78% de notre atmosphère. Mais sur Pluton, l'azote est tellement gelé qu'il forme des glaciers, des plaines, des structures complexes. Et voici où ça devient vraiment étrange. Quand vous zoomez sur Sputnik Planitia, vous voyez des motifs polygonaux tracés à la surface comme des cellules géantes. Ces lignes sont créées par des courants de convection de la chaleur qui remonte du noyau de Pluton. Oui, vous avez bien entendu.
Le noyau de Pluton est encore chaud, et cette chaleur fait sublimer la glace d'azote qui passe directement de l'état solide à l'état gazeux, créant une fine atmosphère au-dessus de la surface. Cette atmosphère s'étend très haut dans l'espace car la gravité de Pluton est trop faible pour la maintenir au sol. Mais l'histoire devient encore plus bizarre. L'orbite de Pluton n'est pas circulaire comme celle des planètes classiques. C'est une ellipse extrême qui l'amène parfois plus près du Soleil que Neptune. Quand Pluton se rapproche du Soleil, son atmosphère pourrait s'épaissir jusqu'à atteindre un quart de celle de la Terre. Cela pourrait même permettre à de l'azote liquide d'exister temporairement à la surface. Pensez-y un instant, un monde si froid que l'azote y gèle, même avec des cycles où il pourrait potentiellement pleuvoir de l'azote liquide. Cette grande tache rouge sombre qui s'étend depuis le côté gauche du cœur porte le nom de Cthulhu Macula, en référence à l'horreur cosmique de Lovecraft. Cette couleur rouge provient de tholline, des composés organiques créés lorsque les rayons du Soleil frappent le méthane et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Pluton. Ces molécules irradiées se regroupent, deviennent rouges et tombent à la surface comme de la neige radioactive. On retrouve ces dépôts rouges éparpillés sur toute la planète naine, témoins des flux de glace et possiblement de liquide qui transportent ces composés. Pluton possède également des volcans de glace. Le plus grand, Wright Mons, mesure 5 km de haut et 150 km de large. Il crache un mélange pâteux d'eau et de méthane. Sur toute sa surface massive, on ne compte qu'un seul cratère d'impact visible, ce qui prouve que ce volcan est resté actif dans un passé relativement récent. Et ces éruptions pourraient se produire tous les quelques millions d'années. Mais d'où vient toute cette chaleur interne ? C'est là que le mystère s'épaissit. Les scientifiques s'attendaient à ce que Pluton soit un monde gelé et mort. Les petits objets refroidissent plus vite que les gros, et Pluton est minuscule comparé aux planètes rocheuses. De plus, il se trouve dans l'une des régions les plus froides du système solaire. Pourtant, son intérieur reste chaud et les données suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous la croûte glacée. La réponse pourrait résider dans Charon, la plus grande lune de Pluton. Charon fait environ la moitié de la taille de Pluton et orbite extrêmement près, à seulement 20 000 km. Pour comparaison, notre Lune se trouve à 400 000 km de la Terre. Cette proximité crée un phénomène étrange appelé verrouillage gravitationnel mutuel. Non seulement Charon montre toujours la même face à Pluton, mais Pluton montre également toujours la même face à Charon. Si vous vous teniez sur le mauvais côté de Pluton, vous ne verriez jamais Charon. Et si vous vous teniez sur le bon côté, Charon resterait éternellement figé au même endroit dans le ciel. Charon est si massif qu'il ne tourne pas vraiment autour de Pluton. Les centres de masse entre les deux objets se situent quelque part dans un espace vide entre eux, un point virtuel. Certains ont même théorisé qu'ils orbitaient autour d'un mini trou noir. Bon, là il ne faut pas abuser quand même, c'est simplement la gravité qui fait des siennes. La théorie la plus probable est que Pluton et Charon se sont percutés dans un lointain passé. Au lieu de se briser ou de fusionner, ils se sont retrouvés piégés dans cette danse orbitale. L'énergie de cette collision et la force gravitationnelle constante entre les deux auraient pu injecter une nouvelle vie à Pluton, expliquant sa chaleur interne persistante. Le cœur de Pluton se trouve sur le côté opposé à Charon. Ce n'est probablement pas une coïncidence. Et cette même tache rouge de Tholins qu'on voit sur Pluton apparaît également sur le pôle nord de Charon. Les scientifiques pensent que les éruptions volcaniques sur Pluton sont assez violentes pour échapper à la faible gravité et projeter des matériaux dans l'espace. Ces particules finissent par être capturées par Charon et s'accumulent sur sa surface. Les images que New Horizons a capturées en 2015 resteront probablement les seules photographies rapprochées de Pluton de notre vivant. La NASA a redirigé ses priorités vers des destinations plus proches comme Titan, Europe, Vénus, Mars. Et vous le savez, leur plus grand projet à ce jour, la base lunaire, qui arrivera en 2027 si tout suit son cours. Donc, aucun plan n'existe pour une mission New Horizons 2. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir dépassé Pluton, New Horizons a continué son voyage vers les profondeurs de la ceinture de Kuiper. En 2019, elle a survolé Arrokoth, un objet en forme de bonhomme de neige qui est devenu l'objet le plus lointain jamais exploré de près. Et maintenant, en 2024 et 2025, les découvertes continuent. L'équipe de New Horizons a récemment détecté des niveaux de poussière plus élevés que prévu dans les régions éloignées de la ceinture de Kuiper. Ces mesures suggèrent que la ceinture de Kuiper pourrait s'étendre bien plus loin qu'on ne le pensait, ou qu'il pourrait même exister une seconde ceinture de Kuiper au-delà de celle que nous connaissons. En juillet 2025, New Horizons a accompli une autre première. La première démonstration réussie de navigation stellaire en espace profond. Depuis une distance de plus de 8,8 milliards de kilomètres de la Terre,
La sonde a imagé 2 de nos étoiles voisines les plus proches et a utilisé le parallaxe stellaire pour calculer sa propre position avec une précision remarquable. C'est comme utiliser les étoiles comme un GPS cosmique quand on se trouve 2 fois plus loin que Pluton. La sonde continue de collecter des données sur l'héliosphère, cette bulle protectrice créée par le vent solaire qui enveloppe notre système solaire. D'ici la fin de la décennie, New Horizons devrait atteindre le choc de terminaison, cette frontière où le vent solaire ralentit et commence à interagir avec le milieu interstellaire. Elle rejoindra alors les sondes Voyager 1 et Voyager 2 dans ce voyage vers l'espace interstellaire, mais avec des instruments bien plus modernes pour étudier ces régions mystérieuses. Alors, qu'avons-nous appris de tout cela ? Pluton n'est peut-être plus officiellement une planète, mais elle s'est révélée être l'un des mondes les plus extraordinaires de notre système solaire. Un monde avec des glaciers d'azote, des volcans de glace, un océan souterrain possible, une atmosphère stratifiée et une géologie active qui défie toutes nos attentes. Un monde qui nous rappelle que la taille ne détermine pas l'importance et que les découvertes les plus fascinantes se cachent souvent aux confins de l'exploration. Et c'est là que ça devient personnel. Pendant des décennies, nous pensions tout savoir sur Pluton. Un point lumineux dans nos télescopes, un petit caillou de glace sans intérêt. Puis, il a suffi d'une seule mission, un seul survol en quelques jours, et ça a complètement bouleversé notre vision. Les données continuent d'arriver, les découvertes continuent de nous surprendre. En 2025, alors que New Horizons explore des régions que personne n'avait jamais visitées, elle trouve encore des indices d'un système solaire bien plus vaste et complexe que nos modèles ne le prévoyaient. Cette histoire de Pluton nous enseigne quelque chose de fondamental. Dans un monde où l'intelligence artificielle analyse des quantités massives de données spatiales, où les algorithmes détectent des objets de la ceinture de Kuiper que les humains ne pourraient jamais repérer seuls, où les missions futures seront planifiées par des systèmes capables de traiter des millions de variables simultanément, eh bien, une question se pose. Êtes-vous prêt à comprendre et utiliser ces outils qui redéfinissent l'exploration spatiale et la science ? Savez-vous comment l'intelligence artificielle transforme notre capacité à découvrir, analyser et interpréter les mystères de l'univers ? Si vous réalisez que l'intelligence artificielle n'est plus une option mais une nécessité pour rester à la pointe de la connaissance, si vous sentez qu'il est temps de franchir le pas vers cette nouvelle ère de découverte assistée par l'IA, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.